C'était un peu comme ça au début du procès Pétain. C'était pas très bien organisé au début. Et juste on va pendant 10 minutes à peu près planter le décor avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de parler un peu de déroulement du procès et les enjeux du procès. Juste pour vous dire, ce que vous qui êtes sur la gauche, dans les bancs de gauche, vous êtes en fait les jurés résistants et vous êtes les jurés parlementaires, 12-12, avec les suppléants, et vous, au milieu, représente la presse, sauf qu'en fait, les bancs de la presse n'étaient pas... Ça marche, c'est bon? Oui, oui. Oui. N'étaient pas aménagés exactement de la même façon, vous allez voir. J'avais pensé que quelqu'un pourrait peut-être jouer Pétain, mais j'ai abandonné cette idée, donc comme frivole. Alors, on va planter le décor. Pour juger les dirigeants de Vichy, le nouveau gouvernement provisoire du général de Gaulle avait établi une haute cour. La haute cour a jugé au mois de mars 1945 deux personnalités de premier plan, le général Dentz et l'amiral Esteva. Pourquoi ils ont commencé avec les deuxièmes couteaux, même les troisièmes couteaux? C'est parce qu'en fait, les gens les plus importants n'étaient pas en France. Ils étaient encore en Allemagne ou ils se sont réfugiés en Espagne, etc. On espérait ou on pensait qu'en fait, le procès du personnage le plus important, Pétain, allait se passer, ça serait un procès en contumace. C'est exactement ce que De Gaulle lui-même voulait, parce que il avait peur qu'un procès avec le vieux maréchal en présence causerait des passions et des blessures qu'il voulait penser. Malheureusement pour De Gaulle, Pétain se présente à la frontière suisse le 26 avril 1945. Il avait été réfugié en Allemagne. Il se présente à la frontière. De Gaulle dit à quelqu'un, un de ses collaborateurs, quel émerdeur. Il va continuer à nous donner des maux de tête jusqu'à la fin, parce qu'il voulait à tout prix éviter un procès avec Pétain en personne. Mais Pétain se présente. Et la deuxième question, la nouvelle question, où aura lieu le procès de Pétain? Parce que même si les deux premiers procès ont eu lieu dans cet espace, beaucoup de gens pensaient que pour le maréchal Pétain, il fallait avoir quelque chose de plus important. Le dernier procès d'un maréchal en France, c'était le procès du maréchal Bazaine, qui avait capitulé à Sedan, on pensait qu'il était responsable de la défaite de la France dans la guerre franco-prusse. Et ça, son procès a eu lieu en 1873 à Versailles. Mais Pétain était même plus important que Bazaine. Bazaine il y a eu une faute, peut-être une trahison, mais Pétain était quand même chef d'État pendant 4 ans. Donc son procès était plus comparable à celui de Louis XVI, ou au Charles Ier de l'Angleterre. Donc il fallait vraiment avoir un cadre important. On avait pensé à Versailles, on avait pensé au Palais de Luxembourg. Le problème avec le Palais de Luxembourg, c'était le siège à l'époque de l'Assemblée consultative. Donc il aurait fallu évincer en fait les députés de l'Assemblée consultative. Donc, oui, donc vous voyez, le procès Pétain, oui, aurait-il lieu au Palais de Luxembourg? Même 2 jours avant, on ne savait pas où le procès aurait lieu. Il y a eu la commission d'instruction du procès Pétain avait demandé à De Gaulle de déplacer le procès soit à Versailles, soit à Luxembourg, parce que le cadre n'était pas assez important. Mais De Gaulle a refusé parce que dans un sens, De Gaulle ne voulait pas un procès théâtre. C'est pas quelque chose. Il voulait quelque chose de judiciaire, mais il ne voulait pas faire tout un théâtre autour. Donc, le procès aura lieu dans cet espace. Le 21. Il y a Pétain arrive en avril, il y a tout le processus d'instruction. Là, ça, c'est l'arrivée de Pétain à la frontière suisse avec sa femme. Et vous voyez, en fait, il est là en train de sortir de sa voiture du côté suisse. Et c'est la dernière fois qu'il est traité avec tant d'égard. Parce que quand il se présente
à la frontière française, le général de Gaulle qui a envoyé le général Koenig pour l'accueillir, Koenig refuse de serrer la main de Pétain. Et donc ça, c'est Pétain dans sa voiture et sa femme. Donc il est transporté au fort de Montrouge le 26 avril et il reste au fort de Montrouge en attendant le procès dans ce lieu. Voilà. Ça. Donc pour le procès, on construit des bancs spéciaux pour tous les journalistes qui vont venir. Donc, il y a 3 rangées de bancs qui sont en train d'être construits là pour les journalistes étrangers et 3 pour les journalistes français. Ça veut dire que au milieu, il y avait une espèce de couloir pour le maréchal Pétain et pour les témoins. C'était très serré et chaud. Il faut insister sur la chaleur. Les gens somnolaient, les gens s'évanouissaient. C'était vraiment étouffant. On a construit juste à côté, plus ou moins par là, une petite chambre pour Pétain et sa femme. Et là, vous voyez, Pétain et sa femme coucheront en face de la salle d'audience pour éviter que Pétain, pour qu'il soit juste à côté. Donc, chaque jour, Pétain arrive par cette porte-là. Donc, sa chambre est faite de quelques pièces qui appartenaient aux greffiers, des lavabos des magistrats, etc. Et donc, il passe par cette porte-là. Il entre, donc là, qu'est-ce qu'on va voir? La prochaine donc ça, c'est la chambre qu'on avait aménagée. Voilà. Là, on voit Pétain, et je trouve cette photo quand même assez émouvante. Ça, c'est Pétain qui quitte le fort de Montrouge dans un fourgon. Ce qu'on appelle en français, argotiquement, un panier à salade, il me semble. Et les avocats de Pétain trouvaient que c'était une façon déshonorante de traiter le maréchal. Mais je pense que ce n'était pas fait pour cette raison. C'était fait simplement pour que ça se passe inaperçu. Parce qu'on avait un peu peur, soit des antipétainistes, soit des pros, des manifestations, etc. Donc là, il quitte le fort de Montrouge, il est dans le fourgon, et puis... On est le dimanche après-midi. On est dimanche, oui. Et là, je trouve cette photo que Jean-Paul a trouvée, que je n'avais pas vue moi-même dans les archives. Là, c'est la photo de Pétain qui arrive. Il est juste à côté. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez poignant quand même, quoi qu'on pense du maréchal Pétain, de le voir porter en civil ses propres valises. Ce vieil homme, je dis, quoi qu'on en pense, il y a quelque chose qui touche. Donc, il arrive à la cour, il avait à sa chambre, et là, la petite chambre aménagée pour Pétain, juste à côté de cette cour. Avec les 2 lits. Et les deux lits, un pour lui, un lit pour sa femme, qui n'assiste pas au procès. Sa femme ne vient jamais dans la salle, elle aurait pu, mais elle reste toujours à côté. Et là, on voit le capitaine Racine, il y avait toujours un médecin, c'était le médecin militaire qui était là pour suivre l'état physique de Pétain. Et qu'est-ce qu'on a? Joseph Simon. Oui, et à côté, Joseph Simon. Qui est Joseph Simon? Joseph Simon était la personne en charge de la sécurité de Pétain. Il a écrit, après la guerre, un livre qui s'appelait « Pétain, mon prisonnier », qui est une source très importante pour toute la période de Pétain en prison au fort de Portalet et sur l'île Dieu. Et donc, dans un sens, le pauvre Joseph Simon est devenu, il a dit dans son propre livre, je suis devenu un peu le prisonnier de Pétain, parce qu'il se trouvait comme ça à côté de cet homme pour lequel il n'y avait pas beaucoup de respect, mais pour lequel quand même il avait un certain pitié, sympathie, à cause par la proximité quotidienne. Alors là, c'est Pétain qui arrive le premier jour, je pense que dans cette salle, donc il est juste à l'autre côté de ce mur, il passe par là, oui. Avec Joseph Simon qui ne quitte jamais. Oui. Et là, c'est Pétain. Et vous voyez qu'il arrive en tenue militaire. Donc, vous avez vu juste en civil. Mais il y a eu toute une discussion entre Pétain et ses avocats. Ses avocats voulaient même qu'il porte le bâton du maréchal. Mais Pétain refusait, il dit ça c'est de galvauder le bâton du maréchal, je ne peux pas le faire. Mais quand même, donc le compromis c'est qu'il se mettrait en
en uniforme militaire avec la médaille militaire, la seule qu'il portait pour le procès. Donc ça, c'est l'ouverture. Et là, c'est le fauteuil. Je ne sais pas si c'est le véritable fauteuil de Pétain. On peut en parler après. Je pense que oui. Mais c'est et le fauteuil de Pétain se trouvait plus ou moins, en fait, dans l'autre sens, au fond de ces chaises rouges là. En fait, donc il est là. Et les deux autres, les deux autres photos que vous voyez là sont les bancs des témoins. Mais en fait, c'est intéressant. Vous n'avez pas... Non, mais on n'a pas la photo du premier banc des témoins. Parce que les deux premiers témoins étaient Paul Reynaud et Édouard Daladier, deux anciens présidents du Conseil de la Troisième République. Et Daladier et Reynaud, qui sont donc, vous voyez, Pétain est là, et quelques mètres entre les deux. C'est ça que je trouve... Ça donne cette impression de huis clos, de cette impression une espèce de la pression, ces gens qui se connaissaient tellement bien, qui se détestaient, mais qui sont à 2 ou 3 pas l'un de l'autre. Mais pour Reynaud et Daladier, il n'y avait qu'une chaise normale, qu'on n'a pas en image ici. Mais ah oui, c'est là. Non, ah oui, c'est là, à gauche. Ça, c'est la chaise normale pour Daladier. Mais pour l'arrivée du ancien président de la République, Albert Lebrun, un personnage tout à fait fade, comme vous savez, vous connaissez tous le mot de Gaulle sur Lebrun. Comme chef d'État, il ne manquait que 2 choses. Il n'y avait pas d'État, il n'était pas un chef, quelque chose comme ça. Donc il était un peu faible, mais quand même, il était un ancien président de la République. Donc on a sorti un fauteuil pour Lebrun, celui-là, je pense, oui. Et après, on a oublié de l'enlever. Donc tous les autres, même le sinistre, et même le sinistre d'Arnon a droit au fauteuil que ni Reynaud ni Daladier avaient. Alors, oui, ça c'est Darnan, le chef de la milice que tout le monde connaît en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a... Peut-être que le président Boulard pourrait commenter sur les fauteuils et la chambre, peut-être, les 3 fauteuils. Non mais celui-là, il se trouvait où et l'autre. Voilà. Bon, vas-y. On connaît la réponse. Je trouve que dans un lieu comme dans ce lieu, ces détails sont importants. C'est celui-là. Oui. Voilà. Oui, d'accord. Voilà. Il était exactement procureur général Heitz, qui a été procureur général ici, c'est que c'est le fauteuil qui était au parquet général, donc, et que nous avons sorti. Il y a 2 fauteuils. Dans l'antichambre, oui. Voilà. Dans l'antichambre. Et c'est le fauteuil que vous voyez ici, qui a servi de barre des témoins à partir du 3e jour, quand le président Lebrun était là. Et l'autre fauteuil, c'est le fauteuil sur lequel se reposait Philippe Pétain dans sa chambre, nous a dit le procureur général, et qui se retrouvait au greffe, ici. Voilà. D'accord, assez de meubles. Maintenant, peut-être, on va continuer sur le procès. Et donc, je veux insister sur le le côté théâtral de cet événement. On a le vieux maréchal qui a été pour 4 ans le dirigeant de la France, et quelques pas devant lui, il y a le témoin qui a le dos à Pétain, parce que le témoin est à Mongibaud. Et quelquefois, Pétain fait semblant de ne pas pouvoir entendre ce qu'il a dit. Mais je pense que c'est vrai, parce que le témoin a le dos au Pétain. Mais il y a un moment très émouvant, touchant, où Léon Blum, qui parle pas très fort, est en train de parler à Mongibaud. C'est un témoignage tout à fait remarquable. Si on a le temps, j'en parlerai un peu plus. Et à un moment, Mongibaud dit « Est-ce que vous pourrez parler un peu plus fort et retourner pour faire face à la cour ?» Et donc, Blum se retourne et il avance vers Pétain. Et donc, il est ici et Pétain est là. Il est devant Pétain comme ça. Il avance jusqu'à se retrouver en face de Pétain. Et il dit quelque chose d'accablant, que Pétain a trahi. Mais il dit en même temps, il y a un mystère, Pétain. Et je cite ici Joseph Kessel,
M. Léon Blum s'est tourné vers l'accusé. Il le considérait avec une attention intense. Le maréchal Pétain, lui aussi, contemplait M. Léon Blum fixement. Alors, on a vu la main du maréchal Pétain se lever, parce qu'il ne parle pas à son propre procès. Il ne dessert pas les lèvres pâles. Aucun muscle de sa figure ne remua. Mais de sa vieille main pesante, il fit par 2 fois une signe qui disait non. Donc on a cette face-à-face entre Pétain qui a mis Léon Blum en prison, qui a mis Blum en prison, Blum qui revient de Buchenwald, juste à côté de Buchenwald, 3 semaines avant, qui se trouve face à face avec l'homme qui a été responsable de sa déportation. Bon, et là c'est juste un plan qui se trouve dans mon livre qui n'était pas tout à fait exact, mais qui donne plus ou moins une idée de comment était aménagée la cour. Bon, maintenant cette conférence propre, si vous voulez, va être en 2 temps, 2 parties. La première partie, je veux juste expliquer un peu le déroulement sur 3 semaines du procès. Et dans la deuxième partie, je veux traiter les enjeux du procès. Les enjeux. Et j'aurais bien aimé également parler de les séquelles mémorielles, etc. Mais je pense que j'aurai pas le temps, et peut-être si on a le temps, on peut en discuter en salle, en fait, parce qu'on en parle. On a parlé de Pétain dans les élections présidentielles il y a 2 ans. Donc qui sont le dramatis personae de cette histoire? Donc on va commencer avec on n'a pas de photo. La première personne, c'est le juge d'instruction. Le juge d'instruction s'appelle Pierre Bouchardon. Il a 75 ans. Il a une longue expérience de procès. Il a été le juge d'instruction pour le procès de Mata Hari pendant la Première Guerre mondiale. Il a une réputation féroce. Il a Vacher l'Éventreur, l'assassinat de l'archevêque Dumoulin, le tueur des bonnes, etc. Donc, vous voyez, il aime les procès. Mais il a été choisi parce qu'il a cette expérience de l'espionnage, de trahison, etc. Le procureur de la République, qui s'appelle André Mornay, et donc on peut voir Mornay, il a également 75 ans. Tout le monde, sauf une personne, est très vieux dans ce procès. André Mornay. Mornay, qu'on voit toujours comme ça, Mornay a connu Bouchardon, le juge d'instruction, depuis la Première Guerre mondiale. Il était le procureur pour le procès de Mata Hari. En privé, Bouchardon était un homme assez ascétique, végétarien, il buvait pas d'alcool, il aimait beaucoup son jardin, mais dès qu'il est dans la cour, il devient un homme possédé. Il est toujours en train on parle toujours de sa barbichette en guerre, comme ça, il a une petite barbichette. Et Maurice Garçon, que vous connaissez peut-être, le grand avocat Maurice Garçon, a dit de ces deux brutes sanguinaires, ami de Bouchardon, dont le sadisme ne se décrit plus. Il complétait jadis devant le conseil de guerre ce monstre nécrophile. Pas une exécution capitale sans que l'un accompagnant l'autre y assiste. Il jouissait de faire suer d'angoisse à l'instruction. Il jouissait en allant voir couler le sang. C'est peut-être un peu exagéré, mais ça donne l'image d'un avocat célèbre sur ces 2 personnages. Mornay n'a pas fait le serment à Pétain parce qu'il était à la retraite en 1940. Une raison pour le choisir. Mais il faut dire, il a même pu tailler plus qu'une petite réputation, une réputation de résistant.
Mais il n'était pas, son passé pendant l'occupation n'était pas sans tache, pas sans ombre. Il a fait partie de la commission de dénaturalisation qui a été créée par Vichy, en fait pour dénaturaliser des Juifs qui avaient été naturalisés pendant la guerre. Donc Mornay, qui juge Pétain, a été quand même impliqué dans le régime de Vichy. La défense. On commence avec Fernand Payen qui a 73 ans, pointilleux, d'apparence un peu surannée, très conservateur. Il n'a qu'une obsession en 1945, c'est d'être élu à l'Académie française. Et donc, pour être élu à l'Académie française, il veut éviter un procès qui pourrait causer des remous. Il voulait un procès consensuel, tout le monde serait content, et en particulier les gens qui votent à l'Académie française. Et donc, il voulait plaider, pour lui, la défense de Pétain, c'est un grand héros de la Première Guerre mondiale. Il va insister sur sa vieillesse, l'affaiblissement de ses facultés, et le fait qu'il était influencé par des gens méchants autour de lui, comme Pierre Laval. Donc ça, c'est sa défense. Malheureusement pour lui, il prend pour l'aider dans le procès, un deuxième avocat. Il y a un troisième dont je ne vais pas parler parce que c'est trop compliqué, il est moins important, qui s'appelle le maire. Mais le deuxième est très important. Le deuxième s'appelle Jacques Izorni. Et Jacques Izorni a 34 ans. Donc il est le seul jeune dans cette assemblée. Et il est jeune, fougueux, ambitieux, énergique, charismatique. C'est quand même quelqu'un qui a fait sa réputation dans la défense de Robert Brasillac. Et même si Brasillac est trouvé coupable, quand même, Izorni a fait tout ce qu'il a pu pour sauver Brasillac. Donc, il va voir Pétain à Montrouge avec Payen. Et le premier jour, Pétain pose des questions, le juge d'instruction pose des questions à Pétain, et Pétain formule des réponses un peu floues, il oublie des dates, il oublie des noms, c'est normal en fait. Et chaque fois, Payen fait un clin d'œil de complicité à Izorni. Oui, vous voyez, il est gâteux, donc ça ne va pas marcher, on va plaider gâteux. Mais dès que, le lendemain, Izorni, en cachette, va revoir, il prend sa bicyclette, parce qu'il n'y a pas de taxi à Paris à cette époque, donc il prend sa bicyclette, il va voir Pétain seul, sans dire quoi que ce soit à Payen, et il dit à Pétain, il faut vous rappeler que vous êtes maréchal de France, chef d'État. Vous ne devez accepter aucune atteinte à votre dignité. Avez-vous oublié l'importance du procès de Jeanne d'Arc, la captivité de l'empereur à Sainte-Hélène, le procès de Louis XVI? Il faut que votre attitude soit conforme à l'idéal que vous avez inspiré. Et à la fin de et Pétain tout avait remonté par discours, parce que là, il y a quelqu'un qui croit en lui. Et au moment qu'il quitte Pétain, Izorni lui dit « Je vous fais le don de ma personne », qui est une réplique de cette célèbre phrase de Pétain au peuple français le 17 juin « Je vous fais le don de ma personne ». Et donc, mais Izorni est un personnage séductrice, une personnalité séductrice, mais également manipulatrice. Il a senti la vulnérabilité de Pétain, et Pétain voit en Izorni quelqu'un qui croit en lui. Et donc pour Izorni, on ne va pas plaider la sénilité, on va défendre Vichy sans excuse, tout, en totalité. C'est un peu, si vous voulez, comme Jacques Vergès dans le procès, on a parlé tout à fait, le procès à Barbie, une stratégie de rupture. Maintenant, les juges, très rapidement, donc on a parlé de la défense, l'accusation, les juges. Je vais
pas parler des juges, sauf à dire que le nom du juge Mongibaud, qui a fait quand même le serment de fidélité à Pétain, mais il y avait très peu qui n'ont pas fait. Mais c'est Jean-Paul Jean qui est l'expert sur ces questions des magistrats, donc il va parler de Mongibaud plus tard. La seule chose que je vais dire de Mongibaud, qu'il était tout à fait inefficace comme juge. Et son successeur comme président de la Haute Cour, Louis Noguer, a dit de lui, ce n'est pas amoindrir ses mérites que de retenir qu'il avait peu de goût pour l'effort. Et je pense qu'en fait, c'est un peu le cas de... Maintenant, les jurés. Donc, on a les deux côtés. Je vous ai dit, il y a 12 jurés résistants et 12 jurés parlementaires. 24, le plus âgé, 82 parmi les parlementaires. Les plus jeunes, 26 parmi les résistants. Pas de femmes. Je vais juste parler 2 minutes. Il y a très peu de femmes dans cette histoire, sauf là, parmi les journalistes. Très peu de femmes, mais en fait, il aurait été possible de choisir une femme jurée parce que depuis avril 1944, comme tout le monde le sait, les femmes avaient le droit de vote, donc elles auraient pu faire partie d'un juré. Mais en fin de compte, les 2 femmes qui avaient été sélectionnées au triage, Lucie Aubrac et Germaine Mock, la femme du député socialiste Jules Mock, était recusée par la défense parce que, en fait, elles étaient très marquées à gauche, donc pas de femmes. Parmi les jurés, il y en avait beaucoup qui étaient très anonymes, dont on connaissait très peu. Il y en avait un dont parce que j'ai passé des heures et des heures à lire les comptes rendus du procès dans les journaux. Et il y avait un juré dont personne ne connaissait même pas comment écrire le nom. Et donc, on trouve le nom écrit de 3 ou 4 façons différentes. Isordi a dit des jurés qu'ils étaient des braves hommes, honnêtes pour la plupart, simples et simplistes. Ça, c'est Isorni qui est partial. Mais il faut dire que la presse a dit que les jurés n'étaient pas très impressionnants. Sauf qu'il y avait des personnages très impressionnants parmi les jurés. Par exemple, Pierre Meunier, je ne sais pas si ce nom dit quelque chose à vous, mais c'était le bras droit de Jean Moulin pendant la guerre, qui travaille avec Jean Moulin sur le CNR. Donc, Meunier n'était pas n'importe qui. Il y avait un député résistant socialiste, Pierre Bloch, un homme important et tout. Donc, ils n'étaient pas que des nullités, c'était un mélange de personnes, mais quand même... et pour moi, le juré qui m'intéresse le plus, c'est quelqu'un qui s'appelle Jacques Lecomte-Boinet, qui était de ce côté-là, résistant. Parce que Lecomte-Boinet, j'ai trouvé son journal inédit du procès. Et donc, j'ai pu suivre le cheminement de la pensée de quelqu'un qui était un vrai résistant, qui avait détesté Pétain pendant la guerre, mais qui voulait quand même faire un travail sérieux. Et il n'est pas très à l'aise avec des autres jurés, dont beaucoup sont communistes, etc. Et on voit à travers les commentaires de Lecomte-Boinet quelqu'un qui réfléchit, qui veut faire son devoir civique et qui ne veut pas décider en avance. Et donc, c'est fascinant de suivre ses pensées. Finalement, les journalistes, des 2 côtés, je vous ai dit, les Français et les étrangers, on a des plumes très importantes. On a Jean Schlumberger, ami d'André Gide, qui était fondateur de la NRF. On a Maurice Clavel, très jeune journaliste à l'époque. On a Léon Werth, Joseph Kessel, Albert Camus, qui a écrit plusieurs articles, mais il n'est venu qu'une fois dans la cour, et ça, voilà, ça c'est pour le jour où Laval témoigne. Mais à part ça, Camus a écrit ses articles à partir des comptes rendus dans la presse. Il y avait
François Mauriac, qui n'est jamais venu, mais qui a écrit énormément d'articles. 2 fois, il y avait François Mitterrand, qui était un journaliste pour un journal des prisonniers de guerre. Et il y avait quelques femmes, enfin. Il y avait la très brillante journaliste, très féroce, Madeleine Jacob, qui écrivait pour Franc-Tireur. Il y avait Francine Bonitzer. Et là, vous voyez Madeleine Jacob vraiment en face de Pierre Laval. Bon, ça, vous connaissez tout le monde maintenant. Et maintenant, on va passer au procès. Et je vais commencer avec une citation d'un journaliste parce que c'est bien plus éloquent que moi et c'est très beau et je pense que ça donne vraiment l'atmosphère du premier jour. Donc, Pétain entre. Ah non, Pétain n'est pas entré. Donc, je vais lire un long extrait de Joseph Kessel pour vous montrer un peu l'atmosphère. C'est très beau, je trouve, ce texte. Dans le couloir, à peine large d'1 mètre, qui mène au tribunal, donc c'est le couloir. On voit une vieille petite table. Derrière elle se trouve un vieux fauteuil de cuir usé. C'est pas très usé là. Fatigué. C'est là que doit prendre place l'inculpé, le maréchal Pétain. On attend. Les journalistes bavardent. Les photographes, les opérateurs de cinéma vérifient leurs appareils. Les personnages qui participent de près ou de loin à la tragédie arrivent peu à peu. Soudain, le silence. Par la petite porte, et ça c'est la porte là, entre des gens tassés les uns contre les autres et des gardes écartent et paraît le maréchal Pétain. Il est en uniforme pour toute décoration de la médaille militaire. Il se tient droit. Il ne regarde rien ni personne. Il va au vieux fauteuil, pose son képi lauré sur la petite table, s'assied. Le silence dure. Il y a soudain silence. Un frémissant collectif le nourrit d'une puissance singulière. Pitié, indignation, sympathie, haine, je ne crois pas, mais une sorte de gêne, une douleur abstraite et qui ne s'adresse pas à celui qui vient de s'asseoir. Ces sentiments le dépassent. Il touche à la gloire, au destin, à la patrie, au grand symbole, au mythe profond dont ce vieil homme assis dans ce vieux fauteuil porte le poids. Lui-même, en vérité, il ne suscite aucune émotion vivante parce qu'il ne semble n'en éprouver aucune. Le silence dont il est le centre, le foyer, devrait lui être intolérable, mais on dirait qu'il n'en s'aperçoit point. Ses mains jouent avec un rouleau de papier. C'est là, avec le papier qui va être c'est le texte de sa première et seule déclaration. Ces mains qui sont comme indépendantes de lui, qui ont leur vie propre. Elles ne s'arrêteront pas leur mouvement dans toute la séance. Mais le maréchal Pétain ne le sait pas, comme il ne sait pas que ses paupières fatiguées clignent sans cesse. Lui, il est immobile, inaccessible, impassible. Très beau texte pour moi qui montre en fait que même Kessel, qui est loin d'être un admirateur de Pétain, sent le poids de l'événement. Donc, première semaine du procès. La première semaine, c'est la semaine de la défense, c'est-à-dire les grands personnages de la Troisième République, Reynaud, Daladier, Lebrun, Jeannet, etc. Elle est en Blum, bien entendu. Mais ils ne font pas une très bonne impression. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, ils semblent être là plus pour se défendre, pour se justifier, que pour vraiment parler de Pétain. Le pauvre, le grand et quand je dis le pauvre, Paul Reynaud était un homme tout à fait remarquable. Mais pendant 4 ans, dans ces prisons, il pense qu'à une chose: si je n'avais pas démissionné
le 16 juin, Pétain n'aurait pas pris le pouvoir et l'histoire aurait pu être différente, etc. Donc il est coupable, ils se sent coupables. Et donc il passe tout son temps à se justifier. Un peu la même chose pour Laval, pour Daladier, pour Lebrun, etc. Le seul qui montre un peu de dignité, qui se lève à l'auteur, si vous voulez, c'est Léon Blum. Deuxième semaine, c'est le début des témoins de l'accusation. Et là, j'aurais dû dire une chose que j'ai au début. C'est un vrai procès. C'est un procès. C'est pas un procès stalinien. C'était évident qu'on allait trouver Pétain coupable. Mais quand même, pendant 3 semaines, il y a eu des débats, des vrais débats sur l'histoire récente de la France. Et il y a eu 60 témoins pour la défense, quand même. Ils avaient le droit de parler. Les avocats de la défense avaient le droit de consulter les dossiers, etc. Donc c'était un vrai débat. Les 2 témoins les plus importants pour la deuxième semaine sont le général Weygand, qui est dans un état de colère perpétuelle. Et quelquefois, dans les comptes rendus, il y a les sons. Il trouve des moyens de mettre en mots ces expostulations, parce qu'il est toujours en colère, il a une canne, il est toujours en train de frapper la canne. Et il jette des insultes à Paul Reynaud qui se lève pour contester les... Donc il y a un peu un duel entre Reynaud et Weygand qui n'a rien à voir avec le pauvre Pétain qui est assis. Alors, ils avaient presque oublié Pétain. Ils étaient en train de faire leur propre vendetta. Mais le grand événement de la deuxième semaine, c'est l'arrivée inopinée, inattendue de Pierre Laval. Parce que pendant la première semaine, Pierre Laval n'était pas là. Laval était en Espagne. Et donc, Laval en Espagne était idéal pour la défense parce que chaque fois qu'on parlait de Laval, on parlait de... les mots qui étaient utilisés pour représenter Laval, c'est un fumier, le mauvais génie du maréchal, le grand sorcier de Vichy, etc. Weygand fait sourire quand il déclare Laval qui était... Je cherche une expression convenable. Et Mongibaud fait rire le public en renchérissant. Nous ne sommes pas habitués, en parlant de M. Laval, à entendre des expressions convenables. Mais maintenant, Laval est là, parce qu'il a été expulsé, compliqué, de l'Espagne où il s'est réfugié. Donc, il se présente à la cour. Et pour 2 jours, c'est vraiment le Pierre Laval show. C'est comme Laval est la vedette pendant 2 jours. Il entre dans la cour et je décris, je crois que c'est Léon Verte qui le décrit, une bête traquée entrant dans une arène ou comme un prisonnier qui n'a pas vu la lumière depuis longtemps. Mais parce que Laval est un homme politique qui doit sentir les situations, qui doit sentir les personnages. Et au début, il ne le sent pas. Et puis il voit Madeleine Jacob, qui le déteste. Et il y a un moment où pendant son témoignage, il va voir Madeleine Jacob, il dit « Et vous travaillez maintenant pour quel journal ?» Et c'est peut-être pathétique. Il a connu avant-guerre quand elle travaillait pour les journaux qu'il connaissait, mais maintenant, tous les nouveaux journaux de la résistance, il ne les connaît pas. Donc, mais il prend confiance et il devient... son témoignage est très important parce que quand il s'agit de Montoire, il dit... Le maréchal Pétain est allé à Montoire de son propre gré. Ce n'est pas moi qui l'avais forcé d'aller à Montoire. Et quand on parle de cette célèbre phrase de Laval, « Je souhaite la victoire de l'Allemagne » le 22 juin 1942, il dit « Oui, je l'ai dit pour des raisons précises, mais le maréchal a approuvé » le discours avant. Le seul changement que le maréchal m'a recommandé, moi j'avais écrit « Je souhaite et je crois à la victoire ». Et le maréchal m'a dit « Vous ne pouvez pas dire « Je crois » parce que vous n'êtes pas un homme militaire, donc vous n'avez pas d'expertise sur ces questions. Mais vous pouvez dire « Je souhaite ».
Et donc ça, c'était un détail très important, en fait, pour, si vous voulez, montrer que Pétain était impliqué, si vous voulez, dans la politique de collaboration. Troisième semaine, pas les deuxièmes couteaux, les troisièmes, les quatrièmes couteaux, les personnages un peu fades pour la défense. Et le problème, c'est que il y avait des personnages très importants qui n'étaient plus là, soit parce qu'ils étaient morts, comme Darlan, qui avait été assassiné en décembre 1942. Et Darlan aurait pu parler justement de toute la collaboration entre Vichy et les Allemands en Syrie, au Levant, mais il n'était pas là. Donc il n'y avait pas de Darlan, il y avait d'autres personnages qui étaient réfugiés. Donc il faut dire, pendant la troisième semaine, il y avait tout un défilé de généraux, diplomates, fonctionnaires, les revenants de Vichy, si vous voulez, mais qui n'avaient pas, quoi qu'on pensait des hommes politiques de la Troisième République dans la première semaine, ils avaient quand même la façon, ils parlaient bien, en fait, tandis que ces gens travaillaient dans l'ombre du maréchal, ils n'étaient pas habitués vraiment à des grands discours. Donc c'était franchement très, très ennuyeux. Et tout le monde attendait la fin du procès. Même Izorni, à un moment, Izorni écrit, après une séance, il écrit dans son livre sur le procès, après une audience morne consacrée à des témoins des charges dont la bonne volonté ne suffisait pas à remplacer les moyens oratoires, Pétain me prit par le bras et me dit à l'oreille, mauvais programme aujourd'hui. J'espère que vous avez quelque chose de mieux pour demain. Donc, troisième semaine, des personnages de bonne volonté qui avaient servi Pétain et qui étaient là, mais qui étaient franchement ennuyeux. Sauf un petit frisson pour l'arrivée de Darlan et de Fernand de Brinon, mais c'était très court. Et puis, on arrive à lundi 13 août, troisième semaine, la plaidoirie ennuyeuse, mais efficace de Payen toute la journée. Mardi 14, le début des réquisitoires de Mornay, samedi 11, très ennuyeux, mais très efficace. Lundi 13, les débuts des plaidoiries. Et le problème avec les plaidoiries, c'est qu'il y avait 3 avocats dont 2 se détestaient, Izorni, Payen. Et Payen voulait plaider seul. Izorni dit, si vous plaidez seul, je m'en vais. Je me débarrasse de ces procès. Donc Payen dit, d'accord, vous pouvez plaider, mais moi je plaiderai le premier et à la fin. Et il y avait un troisième avocat dont je n'ai pas parlé. Donc il y avait une espèce de plaidoirie sandwich. Il y avait Payen, le maire, Payen, Izorni, Payen. Payen parlait pas, il n'y avait pas de micro. Le micro est ajouté juste pour le verdict. Donc Payen, qui ne parlait pas très fort, était très ennuyeux. Et puis Izorni, qui est pâle avant de commencer à parler. Pâle, je cite un journal, pâle d'une pâleur qui intéressait tout l'être. Et la force de la plaidoirie d'Izorni, c'est qu'il s'identifiait totalement avec Pétain. Et même Madeleine Jacob, la féroce communiste, elle n'est pas exactement, mais très sympathisante du Parti communiste, parlait d'Izorni, il a dit long, mince, distingué, une tête d'archange. Lorsque plus tard on parlera du procès de Pétain, c'est le nom du maître Izorni qui s'imposerait à l'histoire de cette affaire. Et il y a cette image très célèbre où on voit Izorni avec les mains comme ça, qui plaide, qui veut gagner la sympathie de la salle. Et il termine, magistrat de la haute cour, écoutez-moi, entendez mon appel. Vous n'êtes que des juges, vous ne jugez qu'un homme, mais vous portez dans vos mains le destin de la France. Et même la socialiste Francine Bonitzer, qui écrivait pour l'Aurore, a dit « Bien des yeux étaient humides
Et peut-être on était tout près de céder au désir de cette réconciliation si éloquemment prônée. Malheureusement, la Chambre est rompue parce que Payen revient. Et là, je cite, je ne peux pas m'empêcher de citer, je pense que c'est l'humanité, mais l'humanité n'est pas toujours fausse. Des têtes s'inclinent, des spectateurs s'assoupissent, et d'autres déplient même des journaux. Des journalistes prétextant des obligations professionnelles s'éclipsent sur la pointe des pieds. Mais chicanier avec l'obstination d'un avocat de campagne plaidant devant le juge de paix, un bris de clôture, Payen parle, il parle encore. 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures. Le soleil décline, la salle s'obscurcit. Payen parle toujours. Vous allez penser peut-être Jackson parle toujours. Donc, à 21h13, il termine. Soulagement, et la cour se lève et les jurés sortent pour délibérer. Mais avant de vous révéler le verdict du procès, pour vous éviter d'être tenté de vous éclipser, vous, je vais passer maintenant à la deuxième partie où je vais être plus rapide, peut-être, les enjeux du procès. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qu'il est le but? Première question, de quoi Pétain était coupable? De quoi est-il coupable? Pour De Gaulle, c'est très simple. Pétain est coupable d'avoir signé l'armistice. Donc pour De Gaulle, ça c'est le crime de Pétain. Tout découle de l'armistice. Prenez un autre exemple, Raymond Aron, qui est loin d'être pétainiste, qui était à Londres, pas avec De Gaulle, mais à côté de Gaulle, qui a écrit des articles féroces contre Vichy pendant la guerre, dans la France libre. Mais en 1945, Aron écrit que selon lui, l'armistice était justifié, que c'était nécessaire de protéger les Français, de protéger les intérêts de la France, etc. Et pour Aron, le crime de Pétain commence en novembre 1942. Pourquoi novembre 1942? Parce que c'est en novembre 1942, après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, il n'y a plus de zone occupée parce que les Allemands envahissent la soi-disant zone libre, il n'y a plus d'empire parce que l'empire est maintenant plus dans les mains de Vichy, il n'y a plus de flotte parce que la flotte s'aborde. Et pour Aron, après novembre 1942, il n'y a plus raison pour Pétain de rester. Donc pour Aron, ce n'est pas l'armistice, c'est novembre 1942. Pour d'autres, c'était un complot contre la République. Il était un conspirateur. Il avait comploté avec la cagoule pendant les années 30 contre la République. Pour d'autres, c'était la destruction de la République par le vote de l'Assemblée nationale le 9 et 10 juillet 1940. Les pleins pouvoirs au Pétain. Pour d'autres, c'était la collaboration. C'était le moment, par exemple, Pétain serre la main d'Hitler à Montoire le 24 octobre, etc. Donc, il y a plusieurs possibles. Peut-être vous pouvez dire qu'il est coupable de toutes ces choses. Mais pour Aron, pour beaucoup de gens, l'armistice, et même pour Reynaud, il faut dire l'armistice, même si c'était une faute, n'était pas un crime. Sur quel code je sais je ne suis pas juriste, mais quand même, il faut parler du code pénal pour une minute. Et donc, les deux articles du code pénal qui étaient dans Pétain, qui étaient sortis pour le procès, c'était l'article 75. Il a entretenu des intelligences avec l'ennemi, ça c'est la collaboration, oui, en vue de favoriser ces entreprises, etc. Et article 83, il a commis le crime d'attentat contre la sûreté intérieure de l'État. Pour moi, un des problèmes avec le procès Pétain, c'est que l'accusation hésitait entre toutes les possibilités. Pendant toute la première semaine, Mornay avait essayé de montrer que Pétain avait comploté contre la République dans les années 30. Donc, il était lié avec le cagoulard, etc. Donc, il avait commencé, il était
il avait fréquenté des cercles très antidémocratiques, etc. Donc, c'est une longue conspiration. Le problème, c'est qu'après une semaine, Mornay avoue qu'il n'a pas les preuves de cette conspiration. Il a dit plus ou moins, oui, j'abandonne pas, hein, mais j'ai pas les preuves, donc on va parler d'autre chose. Et ça, c'était un aveu assez accablant. Et on peut dire que la première semaine du procès était plus ou moins gâchée par la poursuite d'un crime qui n'existait pas. Cette question est compliquée, mais je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi Mornay a pris cette décision. Et on peut dire quand même que ce n'était pas tout à fait faux, mais c'était très difficile à prouver. Quant à la destruction de quant à l'armistice, qui pour De Gaulle était le crime, quand Paul Reynaud, qui a été contre l'armistice, on lui pose la question sur l'armistice, comme je viens de dire, il dit oui, l'armistice était une faute, mais pas un crime. Et Daladier a dit la même chose. Et quand on a essayé de faire dire par Daladier que Pétain, Mornay dit, est-ce que Pétain a trahi? Et Daladier, je dirais qu'il a trahi les devoirs de sa charge. Ce n'est pas exactement la même chose. Même chose pour Jeanneney. La seule personne qui dit sans compromis que Pétain a trahi, c'est Léon Blum. Et je n'ai pas le temps de citer son très beau texte, mais pour les autres. Et pourquoi? Parce que je pense que le prestige de Pétain comptait toujours, et parce que aussi tous ces gens étaient impliqués dans l'armistice. Et donc pour eux, de dire le crime de l'armistice, c'est un peu mon crime à moi. Et donc première semaine un peu gâchée. Troisième, mais après, Mornay commence à parler plus de la collaboration de Vichy, et il y a des documents très accablants. Il y a par exemple une lettre de soutien que Pétain a envoyée au chef de la Légion des volontaires contre le bolchevisme. Des gens qui combattaient dans des uniformes allemandes, qui reçoivent une lettre de félicitations d'un maréchal de France. Et ça c'est quelque chose qui porte comme accusation. Mais malheureusement pour Mornay, il sort ces choses très tard, et c'est un peu flou parce qu'il avait parlé d'un complot qui n'existait pas. Quelle est la défense? Mais le problème pour la défense, comme pour l'accusation, qu'il y a plusieurs défenses contradictoires. Parce qu'il y a toujours le cas que Payen veut dire oui, mais Pétain n'était pas tout à fait... il n'avait pas toutes ses facultés, etc. Et une fois, Pétain était tellement furieux, il dit mais il plaide gâteux, je ne suis pas gâteux. Il y a toute une question sur justement la santé mentale de Pétain, et je n'ai pas le temps là aussi d'entrer en détail, mais je pense que beaucoup d'experts maintenant pensent qu'il montrait déjà les prémices d'une maladie d'Alzheimer qui était bien moins connu à l'époque, mais il y a des articles très intéressants sur le sujet par des historiens spécialisés dans la médecine. Mais de toute façon, pour Payen, c'était le plus simple. Mais quels étaient les arguments de la défense? Double jeu. Pétain serre la main d'Hitler, mais en même temps, il y a des pourparlers avec Churchill. Parce que le jour même où Pétain serre la main d'Hitler, il y a un vieux professeur inconnu et qui s'appelle Louis Rougier, qui soudain pense qu'il peut sauver la France en allant voir Churchill pour faire Donc il est là, à Londres, le 24 octobre, le même jour où Pétain serre la main d'Hitler. Et donc, on sort le témoignage de Rougier, qui n'est pas présent, il était aux États-Unis, pour dire qu'il y avait double jeu. Au même temps que Pétain serre la main d'Hitler, il a signé un accord secret avec Churchill. Mais c'est fantaisiste, tout est fantaisiste. Après la guerre, quand le Foreign Office britannique a entendu parler de ce monsieur Rougier, ils se sont dit, mais on a
une vague souvenir d'un monsieur qui est venu, mais je ne sais pas exactement qui il était. Donc ils ont cherché dans les archives et ils n'ont trouvé rien. Ils ont trouvé un document que Rougier avait falsifié. Donc le double jeu ne marchait pas, mais c'était utilisé par la défense. Pétain, un vieillard dépassé par les événements. Pétain, le bouclier, le protecteur des Français, la personne qui a protégé les Français contre le sort de la Pologne ou contre un Gauleiter. Le problème avec cette défense, c'est que dans aucun pays de l'Ouest, il n'y a pas eu un Gauleiter et aucun pays de l'Ouest a subi le sort de la Pologne, etc. Mais ça, c'est un argument. L'argument de la sacrifice de Pétain. Un de ses défenseurs parle de la couronne d'épines portée par le maréchal. Donc il est un personnage christique qui avait sacrifié son honneur pour sauver la vie des Français. Donc il y a Pétain qui pense aux Français. Dernier argument de la défense, que Vichy avait gagné la guerre. Ça, c'est un argument intéressant, mais qui est sorti pendant le procès. On en parlait beaucoup pendant les années 60 et 70 dans les cercles qui défendaient Vichy. Comment est-ce que Vichy a gagné la guerre pour les Alliés? Dans cette façon de voir l'histoire, le fait que l'Afrique du Nord était restée dans les mains de Vichy et pas les Allemands pendant la guerre voulait dire que quand les Alliés ont débarqué en 1942, ils ont pu débarquer parce qu'il n'y avait pas d'Allemands. Alors, et c'était à partir de l'Afrique du Nord que l'armée a été reconstruite, qui avait libéré l'Italie, etc. Et donc, Tunisgrad, c'est-à-dire la Tunisgrad contre les Allemands, la bataille de Tunis, était aussi important dans cette lecture de l'histoire que Stalingrad. Autre exemple, autre défense. Mais je pense que la plus importante, c'est cette idée qu'il est le bouclier, il est la victime sacrifiée, qui s'est sacrifiée pour les Français. Et là, je trouve qu'il y a une très belle citation pour montrer la différence, si vous voulez, entre De Gaulle et Pétain, qui date des années 30, non, qui date à la fin des années 20. Vous savez tous, j'imagine, que De Gaulle avait aidé Pétain comme la plume pour un livre qu'il écrivait sur l'histoire de l'armée française. Et en 29, De Gaulle avait écrit sur la Révolution française, et je cite De Gaulle, « Les généraux français, je parle de la Révolution française, avaient été victimes de bouleversements politiques qui leur avaient fait perdre, et c'est ça qui est important, le prestige, souvent la vie, le prestige, souvent la vie, parfois leur honneur. » Et Pétain avait modifié prestige, parfois l'honneur, souvent la vie. Et De Gaulle dit non, c'est une gradation. Prestige, vie, honneur. Tandis que Pétain, c'est prestige, honneur, vie. Et je pense que dans ce sens, tout le combat entre De Gaulle et Pétain peut se voir dans cet petit conflit d'auteur entre l'idée de la France, de l'honneur, et la protection des Français. Même si, une autre chose qu'on peut dire, c'est que la protection de Vichy était plutôt inefficace. Une chose dont je n'ai pas parlé, c'est les Juifs. Parmi les accusations contre Pétain, pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de ce qui nous semble aujourd'hui le crime de Pétain, le sort, la déportation des Juifs avec la complicité du régime de Vichy? Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, mais ce qui est fascinant, c'est que deux événements très importants ont eu lieu au mois d'août 1942 en France. Août 1942. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos zones libres en août 1942? Des rafles de Juifs étrangers. Des milliers de Juifs étrangers sont raflés dans les camps de Vichy pour être déportés à Auschwitz. Août 1942. Est-ce qu'on en parle au procès? À peine. Pour août 1942, qu'est-ce qu'on en parle? On parle plusieurs fois
d'un télégramme que Pétain aurait peut-être envoyé à Hitler le 24 août 1942, après la tentative avortée des Alliés pour débarquer à Dieppe. Et Pétain écrit, il y a un télégramme envoyé à Hitler par Pétain pour le féliciter de la défense contre cette attaque, et qui dit que je vous propose de prévoir la participation de la France à sa propre défense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une proposition de collaboration militaire. Donc, pour la cour de 1945, ça c'était plus important que la vie des Juifs, mais pour des raisons tout à fait évidentes, parce que la cour voulait prouver l'intelligence avec l'ennemi. Et ça aurait été la preuve de cette intelligence si ce télégramme avait été vraiment envoyé et si Pétain l'avait vraiment signé. On n'en est pas sûr. Donc, l'extermination des Juifs n'était pas une question centrale. Ça nous semble pour nous très, très étrange, mais il faut dire que ce n'était pas que la France. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah n'avait pas l'importance à l'époque qu'il a maintenant. On disait que oui, il y a eu des déportations, mais c'était la faute des Allemands. Et le seul moment où on parle, les seuls témoins, et c'est très révélateur, qui étaient appelés pour parler des Juifs, 2 témoins, et vous aurez pu penser, ça doit être des témoins de l'accusation. Non, les seuls témoins appelés, c'était appelé par la défense. Le premier, c'était le pasteur Bögner, le protestant, qui était là pour et il avait protesté plusieurs fois contre ce qui est arrivé aux Juifs. Et il est à la barre, devant la fauteuil, pour dire que chaque fois qu'il est allé voir Pétain, pour exprimer son opposition à cette politique, Pétain dit oui, je suis d'accord avec vous, oui, c'est terrible, je vais essayer de faire quelque chose. Et donc Bögner dit, oui, je sais qu'il était affecté, et c'était pas sa faute, c'était des autres personnes. Donc, première personne, et je pense qu'il a fait ça de bonne foi. Deuxième exemple, c'est un personnage très fade, dont l'histoire a oublié toute trace, en fait, qui s'appelait Roussel. Et qui était le monsieur Roussel? Roussel était le président de la commission de dénaturalisation dont je vous ai parlé au début. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ce personnage à la défense? Parce qu'il veut montrer que cette commission, même si on a dû prendre des décisions très douloureuses, sans nous, ça aurait été pire, parce que les Allemands auraient fait exactement ce qu'ils voulaient. Au moins, on a fait ça avec l'humanité, etc. Mais en fait, la seule raison pour laquelle Roussel a été appelé à la cour par la défense, c'est que Izorni savait bien, et tout le monde savait, que Mornay faisait partie de cette commission. Donc vous avez le juge Mornay qui est ici, devant le témoin Roussel, qui a été extrait de prison pour témoigner. Et pendant qu'il parle, Mornay est en train de regarder ses papiers, il dit rien parce que il est pas très fier de ce qu'il a fait. Et c'était pour gêner Mornay qu'il a été appelé. Bon, on passe au verdict. Les discussions des jurés étaient très confuses. Il n'y avait pas de juristes parmi eux, ce n'était pas très clair. Est-ce que c'était 83, est-ce que c'était 75? Et Bongibaud, pendant les délibérations du juré, parce que les 3 magistrats faisaient partie des délibérations, avait sorti un autre article dont personne n'a jamais entendu parler, l'article 80. Et donc, il y avait des discussions très, très confuses et très intéressantes. Pas le seul, mais le plus âgé, j'allais dire le seul juif, mais il n'est pas le seul parmi les jurés, mais le plus âgé des jurés, Alphonse-Henri Lévy, il a 82 ans, c'est un ancien parlementaire. Et pendant les délibérations du juré, Alphonse-Henri Lévy
quand les jurés votent, est-ce qu'on va voter la peine de mort ou non? Il dit, en tant qu'Alsacien, je voterai la mort parce que Pétain n'a rien fait pour défendre l'Alsace contre l'annexion allemande. Mais en tant que Juif, je voterai contre la mort parce que je trouve, après avoir entendu les discussions, que Vichy avait essayé de protéger les Juifs. Et ça montre comment ce sujet était vu en 1945. Et très intéressant, mon ami dont j'ai parlé au début, Lecomte Boinet. Lecomte Boinet qui avait détesté Pétain pendant la guerre, mais qui détestait également ses camarades jurés communistes qui voulaient le fusiller sans discussion sérieuse, etc. Donc ils se sont très mal à l'aise dans l'atmosphère de la libération et de l'épuration. Mais en fin de compte, et là aussi je n'ai pas le temps de citer, en fin de compte, il fait comme ça, il pèse, il dit je pèse le pour et le contre, et je ne sais pas, je vois que Pétain, etc. Je pourrais citer, mais je n'ai pas le temps. Et en fin de compte, il vote la mort. Et après, il dit, j'en suis pas très fier, mais je suis pétainicide. Et il a voté la mort. Donc par 13 à 14, la mort, le juré décide un verdict de mort qui est lu par... oui, et là on voit Mongibaud qui a mis le toque noir pour prononcer le verdict. Mais tout le monde sait que ça va être commué en prison à vie par De Gaulle. Et très peu de gens étaient contre. En fait, même la majorité des jurés ont dit qu'ils voulaient que le verdict soit commué, mais quand même, il fallait symboliquement que Pétain soit condamné à mort. Donc, et là, je passe très rapidement, vraiment parce que c'est le sujet d'une autre conférence. Et si j'étais païen, je continuerais, mais je ne vais pas continuer. Donc, il est transporté au fort de Portalet, dans les Pyrénées, vous voyez là. Et symboliquement, c'est important parce que c'est le fort très inconfortable, il faut dire, et humide et froid, où ont été internés Paul Reynaud et Georges Mondel. Mondel qui ne survit pas, qui est assassiné par la milice en 1944. Donc, c'est symbolique, c'est dans un sens un choix symbolique. Et après quelques mois à Portalet, ils ont envoyé, tout le monde le connaît ici, à l'Île-Dieu. Il y a énormément de choses. Là, c'est la forteresse à Île-Dieu où il est emprisonné sous la surveillance de Joseph Simon, dont j'ai parlé au début. Et là, il meurt, je crois que c'est le 21 juillet 1951. Et après, il y a énormément de discussions. Il y a ce qu'Henri Rousseau a appelé le syndrome de Vichy. Il y a tout des débats sur Vichy qui continuent. Mais il faut dire que le tombeau de Pétain au cimetière de l'Île-Dieu devient une espèce de lieu de pèlerinage pour la droite. Il y a un petit musée où on voit que j'ai visité pour le 70e anniversaire de la mort de Pétain en 2021. Et je voulais voir, j'étais là pendant une semaine. J'étais le Britannique qui rôdait dans le cimetière tous les jours. Et quelquefois, je voyais que le gardien du cimetière, mais qu'est-ce qu'il fait là? Parce que quelquefois, il y a des problèmes avec des gens qui veulent vandaliser, mais j'étais là pour des raisons tout à fait respectables. Et dans ce petit musée, qui n'est pas un musée, qui s'appelle l'Historia de l'Île-Dieu, la famille qui avait hébergé la maréchale Pétain quand elle visitait son mari en prison, dans l'hôtel des voyageurs,
ont aménagé un petit musée. Il y a un Pétain en cire, il y a toute une salle avec Pétain, la costume où Pétain est mort. Il y a la caisson d'orange la caisse d'orange les oranges sont plus là, mais la caisse est toujours là, que Franco a envoyé à Pétain quand il était sur son lit de mort, etc. Il y a de la terre qui est apportée à Pétain par les paysans des Pyrénées, etc. Et sur le tombeau, il y a toujours maintenant, c'est vraiment, c'est pas vraiment un lieu de grand pèlerinage, mais pendant les années 60, il y avait beaucoup de monde. Et là, c'est une photo que j'ai prise de les seuls trois gerbes couronnes qui étaient là pour ma visite, de l'association des amis du maréchal Pétain, Jeune Nation, qui est un mouvement plutôt... le mouvement associant de défense maréchal Pétain, c'est vraiment... c'est le culte du souvenir, en fait. Je ne sais pas très politique. Jeune Nation, c'est plutôt fasciste. Et le troisième, c'est la gerbe d'un vieux couple qui sont venus déposer un gerbe. Et j'ai eu une discussion avec le monsieur qui était à sa femme, il avait 80 ans, il était très, très accueillant, en fait. Il a dit, pourquoi est-ce que vous êtes là? Oh, sa femme, et j'ai dit, je suis là parce que je suis un historien. Sa femme a dit de quoi? J'ai dit de la France. Oui, mais de quoi en particulier? J'ai essayé d'éviter un peu. Le général de Gaulle. Ah bon? L'ennemi. Je dis, oui, mais pourquoi vous dites l'ennemi? Il a mis mon mari en prison 4 ans. Je dis, ah bon, je comprends votre point de vue. Et après, j'ai compris, j'ai regardé, j'ai vu que la personne en question était le seul survivant de l'attentat de Petit Clamart. Et donc, il avait peut-être des raisons de le mettre en prison. Je ne sais pas, ce sont des questions qui dépassent le cadre de cette conférence. Mais ce que je voulais dire, que malgré les efforts d'Éric Zemmour, je ne pense pas que c'est par Pétain que l'extrême droite va se réhabiliter. Et je pense que la stratégie de Mme Le Pen, quoi qu'elle en pense de ces questions dans son fort intérieur, est plus habile parce que de mes observations personnelles, je vois que le culte de Pétain est à peine vivant et que le procès Pétain est clos. Et donc et moi, ça c'est une raison pour moi, ça c'est le moment pour moi de clore. Merci.